Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui je vais classer toutes les romances lesbiennes, toutes les romances saphiques que j'ai lues dans ma vie. Donc je vais classer tout ça dans une tier list. Donc de la romance que j'ai préférée à la romance que j'ai le moins aimée pour vous expliquer un petit peu mon opinion sur ces romances et pour que vous puissiez voir quelles romances saphiques valent vraiment le coup et quelles romances moi je vous recommande. Après peut-être que les romances que moi je vais mettre dans le bas du classement vont vous plaire à vous, donc j'essaierai de vous faire un petit résumé à chaque fois pour voir vous un petit peu ce qui pourrait vous plaire dans ces romances-là. Il faut savoir que tous ces livres ne sont pas que des romances saphiques, c'est qu'il y a une romance saphique dans le livre, donc une histoire d'amour entre deux femmes, mais globalement, c'est pas que de la romance pure. Donc voilà quoi, ça va être une vidéo super sympathique, j'avais trop hâte de la tourner, je vous propose qu'on s'y mette tout de suite. Oui, donc ça fait 18 livres au total. Maintenant, on passe à l'étape où je suis toujours très nulle pour faire les tier lists, c'est de choisir le prénom des catégories. Donc la catégorie du haut, déjà j'aime pas les couleurs, on va changer. Bon, alors j'ai fini de renommer toutes les catégories de la tier list, c'est pas forcément les meilleurs titres de catégorie, mais ils sont là, on peut pas leur enlever ça. Tout en bas, la dernière catégorie, c'est... Trois petits points, non merci. Donc c'est des livres, ils ne m'ont pas marqué, c'est pas des livres que j'ai envie de relire, c'est des livres finalement, je regrette pas la lecture parce que je regrette de lire aucun livre que j'ai lu dans ma vie, mais c'est des livres finalement que je les reverrai maintenant en librairie, j'achèterai pas forcément le livre maintenant que je sais de quoi ça parle, tu vois. Ensuite, on a la catégorie mouais, donc ça c'est des livres que j'ai lus qui étaient mouais. Genre c'était moyen. Ensuite, c'était Miam. Donc cette catégorie-là, c'est pour des livres que j'ai bien aimé lire. Des livres où je me suis dit Miam, voilà, c'est tout. Ensuite, on a l'avant-dernière catégorie, presque tout en haut, c'est le paradis des saphiques. Donc ça, c'est un livre à lire. Vraiment, si vous êtes une fille qui aime les filles et que vous êtes en train de chercher de la représentation, c'est un livre à lire. Et ensuite, la dernière catégorie, tout en haut, le haut du classement, c'est Je peux mourir pour ce livre. Voilà, donc c'est des livres très clairement, ma maison brûle. Je vais pas hésiter une seule seconde à rester dans la maison pour sauver ces livres-là. Et donc en dessous, là, j'ai tous les livres que je veux classer aujourd'hui, donc il y en a 18. Et du coup, la remarque que je me fais actuellement, c'est que je n'ai pas lu assez de romances lesbiennes dans ma vie. Parce que, très clairement, 18, ce n'est pas assez. Il faut que j'en lise plus. Et j'en ai qu'une autre dans ma pile à lire. Ça, c'est la catastrophe de ma vie. Il va falloir que j'achète d'autres romances saphiques. Il va falloir que j'investisse. Il va falloir que je lise d'autres romances saphiques. Si vous avez des recommandations à me faire, d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire en commentaire, puisque c'est le moment de me faire d'autres recommandations. Donc bref, je vais commencer à classer ces 18 livres. Donc il y en a qui sont pas encore traduits en français. Mais moi, les livres que je lis en anglais, c'est des livres, je trouve, qui sont pas compliqués à lire en anglais et qui se comprennent assez facilement. Donc n'ayez pas peur de lire les livres que je vais vous recommander qui sont en anglais, parce que c'est des livres, finalement, quand on s'y met et quand on veut vraiment faire de la lecture comme ça, et bah on y arrive, et puis avec Google Traduction à côté, ça passe tranquille. Donc on va commencer avec le premier livre qui est She Gets the Girl, et là je suis en train de me demander est-ce que je prends pas les livres pour vous les montrer en temps réel, tu vois, ça serait peut-être mieux. Attendez, j'arrive. Donc le premier livre que je vais classer, c'est ce livre-ci, c'est She Gets the Girl de Alison Derrick et Rachel Lippincott. Donc ce livre a été traduit en français, et ce livre c'est une des premières romances saphiques que j'ai lues de ma vie, et ce que j'adore avec ce livre, c'est que ça retrace un petit peu l'histoire des deux autrices, puisqu'elles sont mariées aujourd'hui, elles ont un enfant, bref. J'adore suivre ces autrices sur les réseaux sociaux, et donc ça c'est un petit peu l'histoire de leur rencontre à l'université, et donc c'est l'histoire de deux filles qui se rencontrent à l'université. De base, elles n'étaient absolument pas attirées l'une par l'autre, et il y en a une qui cherche à sortir avec une des filles de l'université, et l'autre va l'aider à sortir avec cette fille en lui donnant des petits tips, des petits conseils, tu vois. Donc voilà, de base c'est juste deux filles qui s'aident pour que l'une puisse sortir avec une des filles de l'université, mais ça va pas se passer comme ça, et peut-être qu'elles vont être attirées l'une par l'autre à la fin. Bref, ce livre c'était une super lecture que j'avais faite, ça avait été un super livre à lire au début que j'ai commencé à lire des romances, donc ouais, j'avais de super bons souvenirs de ce livre, et puis aussi ce qui rajoute un petit peu à la lecture de ce livre, c'est que c'est l'histoire des autrices, et de me dire que ça a été inspiré par leur vécu, tout ça, et ouais. La question que tout le monde se pose, c'est dans quelle catégorie est-ce que je vais mettre She Gets the Girl? Je vais mettre She Gets the Girl dans C'était Miam, parce que très clairement c'était Miam, et j'ai bien aimé lire ce livre, j'en ai de très bons souvenirs. C'est un livre que j'ai pas oublié, puisque là, de vous en parler, ça m'a rappelé tout ce qui se passait dedans, donc c'était une bonne lecture. Ensuite, on continue avec le livre Some Girls Do. Donc ce livre, c'est drôle parce que, en fait, après avoir lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo, je voulais lire d'autres romances saphiques, et donc j'avais commandé ce livre-là sur Amazon, et ce livre-ci aussi. D'ailleurs, en parlant de livres vendus sur Amazon, mon recueil de poèmes qui parle notamment de mon amour pour les femmes est édité, il est publié sur Amazon, donc si vous voulez aller l'acheter, le lien est dans la description. Bref, voilà, je me fais ma pub. Mais en tout cas, du coup, quand j'avais lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo, j'avais voulu acheter d'autres romances saphiques, et j'avais acheté ces deux livres-ci, donc c'est drôle parce que je les ai vraiment lus à la suite. Donc Some Girls Do de Jennifer Dogan, c'est l'histoire de Morgan et Ruby, il me semble, c'est ça, et donc Morgan, c'est une compétitrice d'athlétisme, elles sont toutes les deux au lycée, elles se rencontrent parce que Morgan, eh bien, elle est virée de son ancien lycée à cause
du coming out qu'elle avait fait. Son ancien lycée qui était privé n'a pas accepté ça et donc elle a été virée et transférée dans ce nouveau lycée où elle fait la rencontre de Ruby. Ruby qui vit en fait dans les rêves de sa mère qui était, comment on dit en français, beauty queen, enfin elle fait des concours de mode, tu vois, enfin des concours de mini-miss. Et donc Ruby elle est enfermée dans les rêves de sa mère et elle n'envisage jamais de futur propre à elle-même. Et donc leur rencontre va bouleverser leurs deux existences à elles et elles vont découvrir que finalement elles vont pouvoir être elles-mêmes dans leur futur. Donc voilà, ce livre était... ouais, j'ai de très bons souvenirs de ce livre-là, comme celui dont je viens juste de vous parler. C'était une super lecture et je l'ai fait à une époque où je commençais juste à lire des livres comme ça, où je me disais mais en fait, il y a des romances saphiques, ça existe. Et je me disais, avant j'en avais jamais lu et je me disais mais ouais, c'est incroyable d'avoir des livres où il y a de la représentation dans lesquels je me reconnais. Donc ça c'était le début de ma découverte des romances saphiques. Bon, donc ouais, forcément, Some Girls Do va aussi dans 7ème Miam, puisque mine de rien, bah 7ème Miam, et j'ai de super bons souvenirs de cette lecture. Ensuite on passe à... alors là... On passe maintenant à ce livre-ci, qui est donc Last Night at the Telegraph Club, qui a été écrit par Malin Dallot. Donc ce livre il m'avait énormément marqué, je me souviens quand je l'ai lu, je me suis dit ok, j'ai trouvé un livre aussi bien que Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Et c'est pour dire, parce qu'à l'époque, Les 7 maris d'Evelyn Hugo, c'était le meilleur livre que j'avais lu de ma vie. Peut-être plus aujourd'hui, puisque j'ai lu énormément depuis, mais c'est pour dire à quel point ce livre, j'étais en mode waouh, incroyable. Donc pour vous faire le résumé de ce que moi je me souviens de Last Night at the Telegraph Club, on suit le personnage de Lily qui vit à Chinatown, à San Francisco. Elle a toujours vécu là et ses parents sont partis en fait de Chine pour emménager à Chinatown dans les années 1950. Donc le livre se passe en 1950. À cette période où aimer les femmes quand tu es une femme, c'est pas vraiment accepté, et surtout quand elle vit à Chinatown et que ses parents vivent déjà la pression du gouvernement par rapport au communisme qui est en montée, vous savez, enfin c'est passionnant historiquement parlant déjà ce livre, parce que c'est pas que l'histoire d'amour que Lily va vivre avec une fille de son lycée, c'est pas que leur sortie au Telegraph Club, c'est passionnant cette histoire d'amour, c'était incroyable à découvrir, mais à côté on a un arrière-plan historique avec la montée du communisme et puis les États-Unis un petit peu qui visaient les habitants de Chinatown pour les surveiller, tout ça, enfin c'est vraiment passionnant. Ouais, donc ce livre c'est une histoire d'amour, c'est un contexte historique et puis c'est l'histoire que Lily va devoir vivre avec sa famille pour s'assumer elle-même alors que sa famille ne l'accepte pas. Enfin bref, c'est plein de sujets ultra passionnants, ce livre il m'avait énormément marqué, c'est un livre que j'oublierai jamais de ma vie. Donc Last Night at the Telegraph Club, je vais très clairement le mettre dans le paradis des saphiques. Ensuite on passe à ce livre, Rien n'est parfait de Alex Amber. Et donc ce livre, pour vous faire un petit peu son histoire, j'ai lu il y a pas longtemps donc je m'en souviens trop bien, c'est l'histoire de Vic et de Jade, donc qui font toutes les deux leur entrée en terminale. Vic, elle est pas du tout populaire, elle a de très mauvaises notes à l'école et vraiment elle veut pour cette dernière année de terminale, elle sait qu'elle aime les femmes, elle est out depuis quelques années maintenant et elle veut faire quelque chose d'important pour son lycée pour sa dernière année, donc elle se présente aux élections du conseil de vie lycéenne. En fait elle veut faire une journée sur la communauté LGBTQ+, pour mobiliser les élèves du lycée contre l'homophobie et contre le harcèlement que les personnes LGBTQ+ vivent, tu vois, donc trop bonne initiative. Donc elle se présente aux élections, mais face à elle se présente Jade, qui elle est ultra populaire, ultra bonne à l'école et qui réussit partout où Vic ne réussit pas. Vic a toujours trouvé que Jade était hautaine et elle l'a jamais vraiment appréciée. Mais ces élections, quand Vic va devoir demander de l'aide à Jade pour se faire apprécier des autres camarades et donc se faire élire au conseil de vie lycéenne, eh bien Vic va découvrir une autre Jade, une autre personne, une personne qu'elle ne pensait pas qui se cachait derrière le masque que Jade porte H24 au lycée. Donc c'est ces deux jeunes filles qui ne se parlaient pas pendant des années à être dans la même classe, mais là, rendues en terminale, elles vont commencer à se parler, à se découvrir, et elles vont comprendre qu'en fait elles sont peut-être faites l'une pour l'autre. Donc ouais, ce livre il était vraiment adorable, il a apaisé mon âme très clairement. Donc Rien n'est parfait, je le mets évidemment dans 7ème Miam, puisque c'était Miam, vous avez compris. Ensuite parlons du livre que j'ai pas chez moi puisque je l'avais lu sur ma Kindle, c'est I Kissed Sarah Wheeler, donc de Casey McQuiston. Donc ce livre, j'hésitais à le lire parce que j'avais pas forcément aimé la plume de Casey McQuiston dans les derniers livres que j'avais lus d'elle, enfin j'avais lu qu'un seul autre livre d'elle mais ça m'avait pas forcément plu, et du coup j'étais un peu réticente au fait de lire I Kissed Sarah Wheeler, mais beaucoup de personnes en parlaient, vraiment c'était l'événement quoi. Donc je me suis dit, bah faut vraiment que je lise ce livre, je peux pas passer à côté, et effectivement je pouvais pas passer à côté, c'était génial. Donc ce livre c'est un peu comme tous les livres de Casey McQuiston, on vit un peu dans le paradis LGBTQ+, où tous les personnages font partie de la communauté, et où tout le monde est entre guillemets accepté facilement, tu vois. C'est assez agréable de plonger dans un livre où la situation est comme ça, je trouve. Donc ouais, j'adore ces livres pour ça, moi. Après,
J'avais pas forcément aimé son autre livre One Last Stop, mais là, et Kissed Sarah Wheeler, j'avais adoré l'histoire. Donc c'est Sarah Wheeler qui embrasse donc le personnage principal du livre, donc Sarah Wheeler ultra populaire, bref voilà. Elle embrasse le personnage principal du livre, donc une fille de son lycée, et elle disparaît. Et sauf que la fille qu'elle a embrassée va mener une enquête pour retrouver Sarah Wheeler, puisque Sarah a laissé derrière elle des petites enveloppes un peu partout dans la ville et dans le lycée. Donc elle va mener son enquête pour la retrouver, pour comprendre pourquoi elle l'a embrassée finalement. Donc voilà, ce livre c'est un petit peu cette histoire, même si c'est bien plus compliqué que ça, mais c'est ce que je me souviens de ce livre. Et ce livre c'était Mian tout simplement. Ensuite on passe au livre Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake. Donc là, si vous aimez les récits mythologiques, les réécritures mythologiques et que vous voulez lire de la représentation saphique, c'est le livre à lire, tout simplement. Puisque dans ce livre, on retrouve le mythe d'Eurydice et Orphée. Sauf que tout ne se passe pas comme dans le mythe de base, puisque dans le mythe de base, Eurydice meurt mordue par un serpent, elle va dans les enfers d'Hadès, et puis Orphée va tout faire pour la récupérer. Donc il va aller dans les enfers pour la récupérer, il va réussir grâce à sa musique à convaincre Hadès de lui laisser reprendre sa femme, et donc Hadès va lui dire ok, tu peux reprendre Eurydice, tu peux la faire revivre, tu peux la faire sortir des enfers, mais à une condition. Vous allez marcher tous les deux jusqu'à la terre ferme, donc pour sortir des enfers, mais tu as interdiction de te retourner pour voir Eurydice. Donc Eurydice va marcher derrière, Orphée devant, et il a interdiction de se retourner la regarder. Voilà, donc moi de base, c'est un mythe que j'affectionne tout particulièrement, puisque bah déjà c'est le premier mythe qui m'avait fait pleurer, littéralement, puisqu'en fait Orphée, lui, il croit être sorti des enfers, sauf qu'il a marché trop vite, et du coup Eurydice est encore elle dans les enfers, et Orphée se retourne, sauf que bah Eurydice elle y était encore, et donc boum, non bah il récupère pas sa femme, c'est super triste, bref, moi ça m'avait brisé le cœur de lire cette version du mythe, et je pense que quand j'ai lu ce livre, j'étais pas prête à lire une nouvelle version du mythe, j'avais pas encore fait mon deuil d'Eurydice très clairement, mais donc quand j'ai lu ce livre, j'étais un peu en mode ah ouais non je suis pas fan de cette version là, de cette réécriture, mais là, avec du recul, déjà c'est un livre qu'il faut que je relise parce que maintenant j'adore les réécritures de la mythologie grecque et je suis beaucoup moins attachée au récit mythologique de base puisque je me dis mine de rien il y avait 1 million de versions qui existaient pour chaque mythe, donc pourquoi pas inventer les nôtres. Donc et bien moi qui suis beaucoup moins attachée au mythe de base, et bien je pense que c'est un livre à relire parce que là quand je y repense, c'était un livre incroyable. Donc quand je l'ai lu, je me disais oh non, j'aimais trop le mythe d'Orphée et Eurydice, et là je me disais oh non, j'ai pas envie de le lire comme ça. Mais là en y repensant, je me dis non, c'était juste incroyable puisque Eurydice va dans les enfers, mais elle tombe amoureuse de Perséphone, donc la femme d'Hadès. Donc c'est une histoire d'amour qui va naître entre une déesse et puis une mortelle qui est donc déjà morte. Donc c'est cette histoire d'amour qui va se développer. Donc c'est ça en fait, ce livre c'est une version du mythe que j'étais pas prête à lire quand je l'ai lu, mais aujourd'hui quand j'y repense je me dis que c'était juste incroyable et c'est un livre qu'il faut que je relise vraiment pour pouvoir profiter de chaque page comme j'aurais dû lors de ma première lecture. Donc ce livre très clairement je le mets dans le paradis des saphiques puisque c'est un livre à lire très clairement, tu aimes la mythologie grecque, t'as envie de lire une romance entre deux femmes, c'est le livre à lire. Passons maintenant à ce livre-ci. Donc ce livre-ci c'est un autre livre de Casey McQuiston, donc c'est One Last Stop. Ce livre quand je l'ai lu j'étais genre non, vraiment pas. Ce que je me souviens de ce livre et de ce que j'ai ressenti en lisant ce livre, c'est que j'ai été saoulée par la lenteur de l'écriture, à quel point c'était lent pour le développement, et à quel point les personnages, il y en a aucun que j'avais apprécié, il y en a aucun que j'avais adoré découvrir, et il y en a aucun sur lequel je me penchais en mode oh j'ai trop envie d'en savoir plus sur lui. Au-delà de tout ça, j'ai trouvé le développement beaucoup trop lent pour moi. Mais après quand je me rappelle de l'histoire, mine de rien, c'était une bonne idée l'histoire, puisqu'en gros, on suit le personnage d'Auguste qui vient tout juste de s'installer à New York, et dans le métro, elle fait la rencontre d'une jeune femme ultra mystérieuse. Elle est toujours dans le métro quand elle y vient. Sauf qu'elle se rend compte rapidement que cette femme mystérieuse du métro, qui s'appelle Jane, eh bien elle est coincée dans le métro depuis les années 70. C'est les années 70 ? Oui, oh purée, je m'en souviens trop bien. Bref, Jane elle est coincée dans le métro depuis les années 70 et donc ça va être cette enquête que Auguste va mener pour essayer de trouver pourquoi elle est coincée dans ce métro depuis les années 70 parce que c'est quand même pas commun comme situation et surtout elle va essayer de savoir comment sortir Jane de ce foutu métro. Donc voilà, l'histoire en fait racontée comme ça, moi j'aime trop et j'adorais le concept en fait du livre, mais ça a été un petit peu gâché pour moi par l'écriture qui m'a absolument pas plu et par les personnages auxquels j'ai pas du tout accroché. Donc ce livre je vais le mettre dans non merci, parce que voilà, j'ai été déçue. Ensuite on passe à un autre récit mythologique. Je vous ai dit que j'avais eu du mal au début avec Les larmes de l'asphodèle, même si après réflexion c'était une de mes meilleures lectures de l'année dernière. Mais alors là c'est très clairement pas le même cas pour ce livre-ci. Ce livre-ci donc c'est pareil, c'est une réécriture mythologique qui parle plus particulièrement du mythe d'Ulysse, donc de l'Odyssée. Sauf que ce livre se passe des centaines d'années après
l'Odyssée d'Ulysse, donc après qu'Ulysse soit revenu sur Ithaque. Mais on a l'île d'Ithaque qui est évoquée, tout ça, bref, ce livre c'est pour l'amour des dieux de Sarah Underwood. Et donc ce livre, déjà les couvertures est incroyable, le résumé en vrai, c'est peut-être pas forcément pour ça que j'ai acheté le livre, j'ai surtout acheté je crois pour la couverture et je savais qu'il y avait une romance saphique dedans, donc je m'étais dit bah faut que je lise. Récit mythologique, romance saphique, couverture incroyable, je m'étais dit ce livre ne peut que être bien. Qu'est-ce que je m'étais trompée? Parce qu'en fait je pense que ce livre on peut l'apprécier si on oublie tout ce que l'on sait de la mythologie grecque. Parce que très clairement, il faut savoir que l'autrice de ce livre s'est inspirée de l'Odyssée, donc d'Homère pour écrire Pour l'amour des dieux, mais l'autrice n'a pas lu l'Odyssée d'Homère pour écrire L'amour des dieux. Donc elle s'est inspirée d'un livre, elle le dit très clairement qu'elle s'est inspirée de l'Odyssée pour écrire son roman, que ce roman est inspiré de l'Odyssée, à chaque début de chapitre on a une citation de l'Odyssée, mais l'autrice n'a pas lu l'Odyssée pour écrire son livre. Et je pense que ça gâche tout, puisque ça se ressent à chaque ligne qu'on lit. Moi qui ai lu l'Odyssée, que ça a été un livre que j'avais adoré malgré le fait qu'Ulysse pleure à chaque page, enfin je lui reproche pas de pleurer à chaque page, mais bouge-toi, va sur ton bateau, essaie de retrouver ton île, bref. Non mais j'adore Ulysse, bref, enfin on dirait pas Maëva. Bref, Ulysse c'est un personnage que j'aime beaucoup, j'avais adoré lire l'Odyssée et de lire ce livre après avoir lu l'Odyssée et de voir à quel point, ben, c'était... Il y avait rien qui allait quoi, les références ça n'allait pas, les débuts de chapitres, les citations qu'il y a au début des chapitres, ben ça va pas forcément avec l'histoire et ça n'a pas forcément de sens. Et ouais, j'ai trouvé ce livre, ça a juste voulu se dire une réécriture de la mythologie grecque, mais sans aucune connaissance sur la mythologie grecque. Donc c'est juste une fiction, vraiment, qui a été écrite. Et pour, je sais pas, pour faire un petit peu plus de succès au livre, ils ont dit non mais c'est une réécriture de la mythologie grecque. Alors que très clairement, t'as aucun lien avec la mythologie grecque. Enfin, si ce n'est si les servantes d'Ulysse qui avaient été pendues à Ithaque. À part ça, il y a aucun lien, et puis surtout cette malédiction, enfin ça n'a pas de sens, ok? Ce livre il m'a énervée, d'accord? Parce que... Et même l'histoire d'amour, je l'ai pas trouvée folle du tout, donc ouais, ce livre m'a déçue. De la première page à la dernière page, il n'y a eu aucune chose qui a fait que je me suis dit oh ce livre était cool, à part la couverture qui est vraiment incroyable. Voilà, vous avez compris ce livre. Lisez-le, lisez-le pas. Peut-être que vous allez l'adorer, mais moi en tout cas je l'ai détesté. Bref, voilà, du coup ce livre, je vais le mettre pour l'amour des dieux dans je non merci, parce que c'est pas un livre que je recommanderais forcément quand on me demande de recommander des romances saphiques, tu vois. On continue avec une autre réécriture mythologique, puisque moi je vis pour les réécritures de la mythologie grecque. C'est tout simplement le livre The End Crones Owl. Donc mon accent est incroyable, mais en français la traduction ça donne La fin couronne tout. C'est un livre écrit par Béa Fitzgerald et c'était juste incroyable, j'ai terminé de le lire il y a quelques semaines et ce livre je ne peux pas le sortir de ma tête. C'est juste extraordinaire. En gros ce livre ça part de l'histoire de la guerre de Troie et on suit le personnage de Cassandra, la princesse de Troie. Donc c'est le premier personnage que l'on suit. Cassandra c'est cette princesse qui a été maudite par Apollo pour voir l'avenir sans que personne ne la croit jamais quand elle dit ce qu'elle voit. Donc Cassandra, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle savait que les Achéens, ils allaient venir sur les plages de Troie pour mener la guerre contre les Troyens. Elle savait que c'était à cause de Paris que tout ça allait arriver. Elle savait que dans le cheval de Troie, il y avait tous les Achéens. Elle savait tout ce qui allait se passer. Elle l'a dit à toute sa famille, mais personne ne l'a jamais cru. Et le deuxième personnage que l'on suit dans ce livre, c'est Hélène. Hélène de Sparte, donc la femme de Ménélas qui a été enlevée par Paris pour être emmenée jusqu'à Troie, ce qui a déclenché la guerre de Troie. Et donc les deux personnages, Cassandra et Hélène, de base, leur histoire commence très très mal puisque Cassandra veut tout simplement tuer Hélène puisqu'elle est persuadée que si Hélène meurt ou si Hélène part de Troie immédiatement, elle pourra échapper à la guerre, cette guerre qu'elle voit dans ses visions. Donc Cassandra va tout faire pour virer Hélène de Troie, mais plus elle va faire ça et plus elle va se rapprocher d'Hélène. Les deux vont se rapprocher et peut-être qu'une histoire d'amour va naître entre ces deux femmes de la mythologie grecque. L'écriture était extraordinaire, j'ai souligné des phrases que j'ai envie de ne jamais oublier de ma vie. C'était un livre très drôle mais aussi très dramatique et qui m'a fait venir les larmes. Donc j'ai trouvé ce livre incroyable, j'ai tout simplement le mettre dans le paradis des saphiques, je pense que cette section lui convient totalement. Continuons avec ce livre, Girls Like Girls de Hayley Kiyoko. Donc vous connaissez peut-être Hayley Kiyoko puisque c'est la chanteuse de la musique Girls Like Girls. Et moi cette musique elle avait très clairement je pense changé ma vie. Je sais pas combien de fois, quand j'avais 14-15 ans, j'ai regardé le clip Girls Like Girls, mais en tout cas cette musique c'est ça, elle a changé un petit peu toute ma vision des choses, je me suis sentie comprise pour la première fois, bref j'avais adoré ce clip quand il était sorti. Et quand j'ai vu il y a quelques années que Hayley Kiyoko, celle qui avait écrit la musique, qui avait écrit et produit le clip Girls Like Girls, elle écrivait un livre inspiré du clip et de la musique,
je me suis dit mais incroyable, il faut que j'achète le livre tout de suite. Donc ce livre, déjà la nostalgie était folle puisque on retrouve les deux personnages du clip et on comprend leur histoire d'amour, on comprend comment dans le clip on en arrive à cette histoire-là, tout ça. Et donc ce livre, c'est l'histoire de Collie. Donc Collie, elle vient de perdre sa mère, elle a 17 ans et pendant l'été, elle est forcée à déménager chez son père dans l'Oregon, son père qu'elle ne connaît que très peu pour l'avoir presque jamais vu dans sa vie. Sauf que arrivée là-bas, elle va faire la rencontre de Sonia. Et Sonia va un peu bouleverser son existence puisque Collie, elle a l'impression qu'elle est un peu faite pour le malheur, qu'elle ne peut pas avoir de bonheur dans sa vie, enfin tout ce qu'elle vient de vivre, ça fait qu'elle est dans un état d'esprit où elle se dit non mais il y aura jamais rien de bien qui va arriver pour moi, je mérite pas le bonheur finalement. Donc c'est tout ce qu'elle se dit et Sonia va un peu bouleverser sa vision des choses, sauf que Sonia, ben, elle accepte pas le fait qu'elle est attirée par des filles, donc ça va aussi être le développement de Sonia, le développement de Collie jusqu'à ce qu'elles se découvrent toutes les deux, l'une et l'autre, par leur relation à elles deux. Donc voilà, ce livre je l'avais juste beaucoup trop aimé, c'était une petite lecture que j'avais fait un été, une lecture que j'avais trouvé fort sympathique. Girls Like Girls, il va aller dans C'était Miam. On passe maintenant à ce livre, donc c'est The Miseducation of Cameron Post de Emily M. Danforth. Donc ce livre, attendez, j'ai pas besoin de réflexion, on va le mettre tout de suite, je peux mourir pour ce livre dans la première catégorie, laissez-moi vous expliquer pourquoi. Ce livre, c'est tout simplement un de mes livres préférés de tous les temps et c'est un crime qui soit pas encore traduit en français. Il y a eu un film avec Chloé Grace Moretz qui était incroyable et je comprends pas pourquoi c'est pas encore traduit. Je vais faire une pétition, traduisez The Miseducation of Cameron Post, s'il vous plaît. Pour vous faire le résumé de ce livre, déjà il faut savoir qu'il est divisé en deux parties. Dans la première partie, on retrouve Cameron Post alors qu'elle est à une soirée pyjama avec une de ses amies et elle va embrasser son amie. Elles vont s'embrasser toute la soirée jusqu'à ce que sa grand-mère appelle les parents de son amie chez qui elle fait sa soirée pyjama pour dire aux parents de son amie de ramener Cameron directement chez elle. Les parents de Cameron Post viennent de décéder dans un accident de voiture. Cameron Post, en fait, la première chose qu'elle pense quand elle apprend l'accident de ses parents, c'est qu'elle est soulagée parce qu'elle se dit ses parents n'apprendront jamais que quelques minutes plus tôt, elle était en train d'embrasser sa meilleure amie. Le livre commence comme ça et on va suivre Cameron Post au fur et à mesure des étés de sa vie alors qu'elle grandit et qu'elle arrive au lycée où elle va rencontrer une fille qui va bouleverser son existence puisque ça va être la première fille qu'elle va vraiment aimer. Et donc on va avoir leur histoire d'amour jusqu'à ce que leur amour soit découvert et que Cameron Post soit dénoncé auprès de sa tante qui la garde depuis que ses parents sont décédés. Et là commence la deuxième partie de ce livre alors que Cameron Post est envoyé par sa tante en thérapie de conversion. Donc la deuxième partie de ce livre, on change du tout au tout. Cameron Post n'est plus cette adolescente normale qui va au lycée, qui a ses premiers amours, qui a des amis, tout ça. Ce n'est plus cette adolescente-là, elle est forcée à suivre cette thérapie de conversion perdue au milieu de nulle part. Dans cette thérapie de conversion, Cameron elle va se faire de nouveaux amis qui vont l'aider à survivre un petit peu à tout ce qu'elle doit vivre au long de la journée et elle va essayer de rester elle-même, de rester la personne qu'elle est malgré tout ce qu'on lui dit au fur et à mesure des journées, malgré tout ce qu'on lui reproche puisque ses enfants ils sont culpabilisés au plus et au point pour qui ils sont, quelque chose qu'ils ne peuvent même pas changer. Donc déjà ce livre il m'a enragée, j'ai jamais été autant en colère en lisant un livre et donc je trouve que c'est important de faire des lectures comme ça. Voilà, donc ce livre, au-delà du fait qu'il y a une super histoire d'amour, que Cameron Post est un personnage que je n'oublierai jamais, j'ai trouvé que c'était ultra intéressant de découvrir les thérapies de conversion à travers ce livre et ce livre m'a donné envie de me renseigner encore plus sur toutes les inégalités que connaît la communauté LGBTQ+. Donc c'est un livre, très clairement je vous le dis, c'est un livre à lire. Moi c'est le livre dans cette vidéo, s'il y a un livre que je vous recommande de lire le plus haut point, c'est ce livre-ci, très clairement. On continue avec ce livre de Solène Kate qui est Girls, Pride and Prejudice. Donc dans ce livre on retrouve le personnage de Tiana qui est une écrivaine de fantasy et lorsqu'elle va vendre à son éditrice son nouveau roman qui est une romance lesbienne, et bien son éditrice va lui refuser. Elle va lui dire ça fait pas partie de la ligne éditoriale de notre maison d'édition donc on peut pas publier ton livre. Là Tiana elle est très énervée donc elle va se mettre à suivre des cours pour auto-éditer son roman. Voilà, donc elle va suivre des cours pour savoir comment auto-éditer son roman et c'est des cours aussi qui parlent un petit peu de l'écriture. C'est pas que de l'auto-édition, c'est mine de rien aussi tout l'écriture et tout ce processus là. Sauf que elle va retrouver Alicia dans ses cours d'auto-édition. Alicia c'est son éditrice qui elle va s'intéresse aussi à l'auto-édition. Donc elles se retrouvent toutes les deux et puis elles sont un peu énervées l'une contre l'autre puisque Alicia comprend pas que son autrice parte dans des sujets comme ça alors qu'elle écrivait de la fantasy et puis Tiana comprend pas que son éditrice Alicia accepte pas son nouveau roman. Bref, voilà, donc elles sont un petit peu en conflit toutes les deux, c'est un peu un roman
Enemies to Lovers finalement, et c'est de la romance pure où on suit cette histoire d'amour se développer dans des situations assez farfelues. Ce livre, moi en fait, j'ai pas du tout accroché à l'histoire et à tout ce truc de Enemies to Lovers, je crois que je suis pas du tout fan de ce trope, et le fait est que du coup j'ai pas accroché à l'histoire, à la trame de l'histoire et ni au personnage, que j'ai pas forcément apprécié plus que ça. Ce livre, voilà, c'était une lecture que j'ai faite, il est pas très long, donc c'était une romance. Il n'y a pas de suite à la phrase, je le mets dans mouais parce que c'était pas non plus horrible au point de pour l'amour des dieux. J'ai quand même apprécié lire ce livre. Je sais pas si j'ai apprécié lire ce livre. Non, bah c'était mouais quoi. Voilà. Bref, on continue avec le prochain livre qui a une couverture juste incroyable. Donc c'est le livre de Shelley Parker Chan, She Who Became the Sun, donc celle qui devint le soleil. Juste regardez-moi cette couverture. Ce livre est sorti en français. En français, il est tout aussi beau. La couverture est incroyable. Et il y a les autres tomes qui sont sortis, donc qu'est-ce que je fais? Faut que je me bouge et que je les lise. Donc ce livre, pour vous faire l'histoire, on suit une enfant à qui on dit, quand elle va voir une sorte de devin, on dit à son frère qu'il va être incroyable, qu'il va faire des choses extraordinaires dans sa vie. Mais à cette jeune fille, au personnage principal, on lui dit « tu ne seras rien ». Et donc, quand son frère meurt, quelques semaines plus tard, elle décide de prendre son identité et avec son identité de prendre sa destinée. Et donc elle va tout faire pour devenir ce que son frère était censé devenir. Donc au début, elle entre dans un monastère de moines en se faisant donc passer pour son frère et dans ce monastère, elle y passe de nombreuses années jusqu'à l'arrivée de la guerre où elle va s'engager dans l'armée. Et dans cette armée, elle va faire la rencontre d'une jeune femme avec qui elle va s'attacher et cette jeune femme va être la seule à connaître son identité. Donc là, de vous parler de ce livre, je me rappelle un petit peu dans ma tête, je revois ce qui se passait dans le livre, les décors, les personnages, tout ça, et ça me donne beaucoup trop envie de lire les prochains tomes, donc faut que je lise les autres. Mais ouais, ce livre il m'avait bien marqué, l'écriture était magnifique, et puis j'avais trouvé le personnage principal assez impressionnant, c'est ça, il m'avait impressionné, je m'étais dit waouh, enfin incroyable. Donc je vais mettre ce livre dans la section... c'était Miam, parce que c'était vachement bien comme livre, mais je vais pas aller jusqu'à le mettre dans le paradis des saphiques non plus. Maintenant on passe à un livre, vous allez vous dire mais Maëva, qu'est-ce que ce livre fait dans cette vidéo? C'est tout simplement le classique Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Donc au-delà de tout ça, au-delà de cette vidéo, lisez Virginia Woolf. Cette autrice a changé ma vie, c'est une de mes écrivaines préférées. Vous vous demandez là, mais pourquoi ce classique est dans cette vidéo Maëva? Est-ce qu'il y a vraiment une romance saphique à l'intérieur? Eh bien figurez-vous que oui. Déjà il faut savoir que Virginia Woolf avait eu une histoire d'amour avec une femme, donc elle sait ce que c'est que d'aimer une femme. Et dans ce livre, l'amour que deux femmes éprouvent l'une pour l'autre est très bien écrit, puisqu'on retrouve Madame Dalloway un matin alors qu'elle se prépare pour la soirée chez elle qui aura lieu le soir. Et donc c'est tout le récit de sa journée. Ça se passe ce livre en une seule journée, donc déjà moi j'adore les livres qui se passent en si peu de temps. Donc on retrouve, c'est ça, Mrs. Dalloway alors qu'elle se prépare pour sa soirée, elle se balade dans Londres, elle évoque la Première Guerre mondiale puisque ça se passe dans les années 20 ce livre, et puis au fur et à mesure de sa journée, elle va être emportée malgré elle dans ses souvenirs de jeunesse. Et dans ses souvenirs de jeunesse, Clarissa Dalloway avait aimé une femme, et donc on retrouve leur histoire d'amour alors qu'elle réfléchit dessus. Donc voilà, c'est le seul classique dont je vous parle dans cette vidéo, mais je vous incite vraiment à le lire, puisque l'histoire d'amour saphique a que très peu de place dans le livre, mais j'ai trouvé ça magnifiquement bien aigri et très bien abordé, et puis dans les souvenirs de Clarissa c'est juste incroyable, et puis peut-être bien que la fille de ses souvenirs est invitée à la soirée de Madame Dalloway. Donc Madame Dalloway, je vais tout simplement le mettre dans Je peux mourir pour ce livre, puisque bah très clairement je peux mourir pour ce livre, c'est un classique incroyable, c'est un classique à lire. On continue maintenant avec la seule BD de cette vidéo qui est Le bleu est une couleur chaude de Jules Marot. Donc moi déjà j'avais détesté le film La vie d'Adèle, voilà déjà l'histoire qui est autour de ce film, ça me suffit pour savoir que c'est pas un film que j'aime. La vie d'Adèle c'est pas un film que je porte dans mon cœur, mais j'avais quand même eu envie de lire la BD, puisque bah c'est une BD qui parle de l'histoire d'amour entre deux femmes. Donc moi très clairement je m'étais dit vas-y, ça parle de romance saphique dans une BD, je veux lire cette BD. J'aurais pas dû, parce que bah très clairement j'ai pas aimé le film La vie d'Adèle et j'ai pas aimé la BD Le bleu est une couleur chaude. J'aime pas en fait l'histoire de cette histoire. Voilà, merci Maëva pour tes explications toujours aussi intéressantes finalement. Donc je vais mettre dans Je, non merci. Ensuite on continue, oulala, avec le premier livre que j'ai lu où je me suis dit attendez, il y a vraiment des livres dans lesquels il y a des romances lesbiennes. Ce livre ça m'a fait découvrir toute cette facette de la littérature. Et c'est grâce à ce livre qu'après j'ai lu des livres avec des romances lesbiennes et je me suis dit mais il faut que j'en lise plus. Voilà, c'est tout simplement, vous vous en doutez, Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. D'ailleurs Taylor Jenkins Reid vient d'écrire Atmosphère qui vient d'être publié, qui est donc sa deuxième romance lesbienne. Pour vous faire un résumé rapide des 7 maris d'Evelyn Hugo, dans ce livre on suit Evelyn Hugo
Vinugo alors qu'elle est âgée et qu'elle décide d'enfin révéler la vérité sur l'histoire de sa vie et la vérité sur qui a été le grand amour de sa vie. Dans cette fiction, Evelyn Hugo c'est une icône du cinéma des années 60-70 et puis il y a eu beaucoup de mystères autour de cette actrice puisque elle a eu pas moins de 7 maris. Et donc il y a toujours eu beaucoup de rumeurs, beaucoup d'histoires à propos d'elle, mais là elle décide enfin de raconter la vérité à une journaliste qui va écrire sa biographie. Donc Evelyn Hugo va parler à cette journaliste de ses 7 maris, de ses 7 histoires d'amour, de pourquoi elle a été mariée avec eux, qu'est-ce qui s'est passé, mais aussi et surtout de l'amour de sa vie qui n'est autre que Celia St. James qu'elle avait rencontré sur le tournage de Little Woman, et cette histoire d'amour qui a changé toute son existence à Evelyn Hugo, et cette histoire qui l'a suivie malgré les séparations, malgré tout, malgré la distance. Et ouais, c'est l'histoire d'amour entre Celia St. James et Evelyn Hugo. Donc bref, Les 7 maris d'Evelyn Hugo, c'était une lecture incroyable que j'oublierai jamais. Ce livre m'a marqué au plus profond de mon âme. Et ouais, Evelyn Hugo et Celia St. James, au-delà de tout, j'ai envie de me souvenir d'elle jusqu'à la fin de mes jours, donc je peux mourir pour ce livre, très clairement. Les 2 derniers livres dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est ces 2 livres-ci, tous 2 écrits par Emily Austin, une autrice que j'affectionne tout particulièrement depuis que j'ai lu ces 2 livres-ci. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Tout le monde dans cette pièce sera mort un jour. Déjà le lapin sur la couverture, voilà, j'en dis pas plus. Il faut lire le livre pour comprendre pourquoi il y a un lapin. Et donc dans ce livre, Tout le monde dans cette pièce sera mort un jour, on suit le personnage de Gilda, qui est une jeune fille qui est perdue dans la vingtaine. Elle vient de se casser le bras, elle sait pas quoi faire comme travail, elle tombe doucement mais sûrement en dépression, elle arrive pas vraiment à profiter de son histoire d'amour avec sa petite amie, elle est vraiment perdue parce qu'elle est obsédée par la mort et par tout ce qui tourne autour de la mort. Elle ne pense qu'à ça à longueur de journée. Et donc ça lui apporte énormément d'angoisse, forcément, et donc à cause de toutes ces angoisses, elle n'arrive pas à profiter ni de sa petite amie et ni de la vie en général. Jusqu'au jour où elle va décider d'aller voir une psy qu'elle a trouvée sur un flyer dans la rue. Sauf qu'il s'avère que c'est pas du tout une psy qu'elle va voir, elle est rendue dans une église et le prêtre va lui dire « Ah mais vous êtes venue pour l'entretien d'embauche pour être secrétaire de l'église ». Elle, Gilda, au lieu de dire normalement comme tout le monde aurait fait « Je me suis trompée, excusez-moi, je pensais que c'était une psy, je vais partir d'ici », non, elle dit « Oui, oui, je suis là pour l'entretien ». Elle passe l'entretien, elle est embauchée comme secrétaire de l'église. Sauf que ce travail dans l'église, déjà elle est athée, lesbienne, voilà, mais ce travail va changer sa vie puisqu'en fait elle remplace l'ancienne secrétaire qui est décédée il y a quelques temps et elle va découvrir que la secrétaire entretenait une correspondance par email avec la meilleure amie de l'ancienne secrétaire, sauf que cette meilleure amie avec qui elle parlait, l'ancienne secrétaire, elle n'est pas au courant que l'ancienne secrétaire est décédée. Donc Gilda, au lieu de lui amener la nouvelle et de lui dire que l'ancienne secrétaire est décédée, elle va lui parler comme si elle était l'ancienne secrétaire pour pas briser le cœur à cette vieille dame. Voilà, sauf que quand la police va se pencher sur la mort de l'ancienne secrétaire et découvrir que elle est morte dans des circonstances assez bizarres, eh bien ils vont se rendre compte que la nouvelle secrétaire se fait passer pour l'ancienne secrétaire et dit pas qu'elle est morte. Donc c'est louche, donc ils vont forcément interroger Gilda, bref, la vie de Gilda va être bouleversée à cause de ce petit mensonge par mail. Et puis voilà, c'est aussi tout son parcours pour essayer de retrouver un petit peu le bonheur et pour essayer de s'échapper de ses pensées sur la mort qu'elle a tout le temps. Donc Tout le monde dans cette pièce sera mort un jour, c'est un livre qui m'a... il a changé ma vie, très clairement, c'est un de ses livres aussi, et puis je vais le mettre dans Je peux mourir pour ce livre, très clairement. C'était un livre incroyable. On passe maintenant au 2e livre de Emily Austin, qui est Interesting Facts About Space, donc les choses intéressantes à savoir sur l'espace. Dans ce livre, on suit Enid, qui a 2 passions. Une passion pour l'espace, donc ça tombe bien puisqu'elle travaille dans une entreprise qui gère un petit peu l'espace et qui fait des recherches sur l'espace, qui gère un petit peu l'espace, j'ai vraiment dit ça. Et aussi sa 2e passion, c'est les podcasts sur le true crime, les podcasts sur les tueurs en série, les podcasts sur tous ces sujets-là. Voilà, donc je sais pas si c'est une passion saine à avoir puisque ça va lui emmener plein de problèmes dans sa vie. Et il y a 2 autres choses à savoir sur le personnage d'Enid, c'est que déjà elle est sourde d'une oreille, ce qui complique énormément de choses, donc déjà dans sa communication avec les personnes qui l'entourent, mais aussi au quotidien, puisque par exemple dans la rue quand quelqu'un lui dit excusez-moi pour passer, elle réagit pas et puis elle se fait insulter tout le temps parce que les gens comprennent pas que si elle réagit pas, c'est pas parce qu'elle décide de ne pas les écouter, mais c'est parce qu'elle ne les entend pas. Donc déjà il y a cette situation qui est assez compliquée. Et la 2e chose, c'est qu'elle a une phobie des hommes chauves. Et donc dit comme ça, on peut croire que c'est très drôle, mais pas du tout, puisque mine de rien, ça handicape vachement sa vie. Au travail, il y a un homme chauve avec qui elle est censée travailler, elle doit travailler avec lui, mais elle l'évite, elle fait tout pour ne pas communiquer avec lui, alors qu'elle a besoin de lui pour le travail sur lequel elle est en ce moment, tu vois. Donc ça complique plein de choses dans sa vie. Et elle est persuadée que son voisin chauve
veut la tuer et qu'il entre chez elle par effraction lorsqu'elle n'est pas là. Voilà, donc ça c'est les bases du livre, c'est les bases du personnage d'Enid, et il faut aussi savoir qu'Enid n'arrive pas à créer de relations amoureuses durables et qu'elle passe de fille en fille sans jamais se poser avec aucune d'entre elles, mais tout va changer lorsqu'elle va rencontrer sa petite amie, la première fille avec qui elle va vraiment se poser et avec qui elle va commencer à avoir une vraie histoire d'amour. Et tout va changer parce que sa petite amie va lui dire mais faut que tu ailles voir un psy, enfin tu peux pas rester comme ça, avoir peur des chauves tout le temps quoi. Donc Enid va aller voir une psy et elle va apprendre énormément de choses sur elle-même et sur son passé et sur ce qui l'a amené à avoir cette phobie et sur ce qui l'amène à avoir les comportements qu'elle a aujourd'hui. Donc c'est un personnage que j'ai trouvé passionnant à découvrir, c'est un personnage auquel je me suis énormément identifiée. Enfin comme pareil pour Gilda en fait, j'adore les personnages de Emily Austin puisque c'est des personnages qui sont perdus dans la vingtaine et qui nous montrent qu'on n'est pas seul, si nous aussi on est un peu paumé dans la vingtaine, c'est normal, on arrive tout juste à l'âge adulte et mine de rien, on est au tout début, c'est normal de pas avoir tout réglé et tout programmé, on arrive là et puis c'est normal d'être un peu perdu. En tout cas j'adore les personnages d'Emily Austin et j'ai été très touchée par le personnage d'Enid, c'est un personnage que j'ai pas envie d'oublier et puis ouais c'était une lecture juste incroyable, une lecture que je n'oublierai pas, une histoire que je n'oublierai pas, donc c'était une très très bonne lecture que j'ai faite. Après est-ce que je le mets du coup dans la même catégorie que tout le monde dans cette pièce sera mort un jour? Faut que je réfléchisse. Non peut-être pas en vrai parce que tout le monde dans cette pièce sera mort un jour, j'avais préféré quand même à Interesting Facts About Space que je vais mettre dans le paradis des saphiques puisque très clairement c'est quand même un livre à lire absolument. Mais en tout cas voilà, c'était les deux derniers livres dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Voyons voir la tier list finale. La voilà, qu'elle est jolie, donc je suis trop contente déjà de la tier list puisque c'est exactement comme je la voyais, il y a que très peu de livres en bas, ce qui montre que quand même les livres que je lis je les apprécie finalement. Donc les livres que j'ai mis en bas, c'est pas parce que je les ai mis en bas que vous, faut vous dire je les lis pas, Maëva a dit qu'ils étaient nuls. Non, moi je vous ai expliqué pourquoi moi je les aimais pas, maintenant à vous de voir si vous c'est des détails qui vous dérangent autant que moi ça me dérange dans un livre, puisque ça se trouve c'est des livres que vous allez adorer lire. Donc ça c'est à vous de voir, mais vous dites pas que les livres que j'ai mis en bas ils sont nuls, non c'est juste que moi je les ai pas forcément appréciés. Voilà, mais du coup c'est pas forcément des livres que je vais vous recommander spécialement, les livres que je vous recommande évidemment c'est les livres que j'ai mis dans la catégorie je peux mourir pour ces livres, parce que très clairement The Miseducation of Cameron Post ou encore Les 7 maris d'Evelyn Hugo, je trouve que c'est des livres à lire. Les 7 maris d'Evelyn Hugo ça va être un classique plus tard, j'en suis persuadée, c'est des livres qu'il faut lire, et ouais c'est 4 livres que j'ai mis dans la section tout en haut, mais lisez-les, je vous promets vous ne serez pas déçus. Et puis les livres que j'ai mis dans le paradis des saphiques et C'était Miam, mais lisez-les aussi très clairement, c'est des livres que je ne peux que vous recommander puisque moi j'ai passé des super moments à les lire. Et bien sûr n'hésitez pas dans les commentaires à me recommander d'autres romans saphiques puisque moi je suis toujours à la recherche d'autres livres bien à lire, et donc ouais je suis trop contente d'avoir lu tous ces livres, de vous en avoir parlé aujourd'hui, et j'espère que vous ça vous aura donné des envies de lecture. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, et je crois que cette vidéo est terminée. A plus, et puis si vous souhaitez lire des livres avec de la représentation saphique, lisez mon recueil de poèmes qui est juste sorti. Bref voilà, gros bisous.